Depuis toujours, les paysages ont le pouvoir de raconter des histoires. Mais certains lieux semblent garder quelque chose de plus, quelque chose d'ancien, quelque chose qui dépasse le temps lui-même. Devant moi s'élèvent certaines des formations rocheuses les plus emblématiques de l'Ouest américain. Un océan de sable et de pierres, façonné par des millions d'années de vent, de soleil et de silence. Depuis des siècles, elles observent le passage des saisons, des tempêtes et des hommes. Mais pour le peuple Diné, que le monde connaît sous le nom de Navajo, cet endroit est bien plus qu'un décor spectaculaire. C'est une terre ancestrale, une terre de mémoire, une terre vivante. Je vais explorer leur histoire, leurs croyances, leur lien profond avec cette nature grandiose. Diné, un nom qui signifie simplement le peuple. Depuis des générations, ils vivent au rythme des saisons, du soleil, du vent et de la pluie. Pour eux, la terre n'est pas une ressource à conquérir. Elle est une présence, une alliée, une partie de leur identité. Chaque canyon, chaque montagne et chaque rivière possède une signification particulière. Les paysages que je découvre aujourd'hui ne sont pas seulement de magnifiques décors naturels. Ils font partie d'une histoire vivante, transmise de génération en génération. Je comprends peu à peu que Monument de Vallée n'est pas seulement un lieu. C'est un chapitre d'un récit beaucoup plus vaste. Un récit façonné par la mémoire, les traditions et le temps. Il faut remonter bien plus loin encore, jusqu'au récit qui raconte la naissance du monde lui-même. Le monde ne commence pas par des frontières, mais par un tissage. Spider-Woman. Elle est celle qui relie tout, la terre, le ciel, les êtres vivants. Selon la tradition, elle aurait enseigné aux premiers êtres comment vivre en harmonie avec le monde. Le peuple Diné vit dispersé sur un vaste territoire, entre plateaux, canyons et vallées désertiques. La vie s'organise en petites communautés familiales, adaptées au rythme de la nature. Les activités commencent avec la lumière du jour. Les troupeaux sont surveillés, des déplacements se font avec précision, selon les saisons et les ressources disponibles. Rien n'est laissé au hasard, tout répond à un équilibre de survie. Le tissage occupe une place essentielle. Les étoffes ne sont pas de simples objets utilitaires. Elles portent des motifs transmis, transformés, adaptés par chaque génération. Les habitations traditionnelles, les hogan, sont construites avec une logique simple et précise. Elles suivent les cycles du soleil et s'intègrent dans le paysage sans le rompre. Certaines périodes sont consacrées à des cérémonies de guérison ou de rééquilibrage. Elles ne sont pas isolées du quotidien, mais viennent en continuité de la vie ordinaire.
Elles accompagnent les moments de transition, de maladie ou de changement. Mais ce monde structuré et stable va progressivement entrer en tension avec des présences extérieures qui ne partagent ni le même rythme, ni la même vision du territoire. Le territoire des dîners devient une zone de passage et de confrontation. Différents groupes circulent dans ces régions du sud-ouest. Parmi eux, des communautés venues du sud, issues des anciens territoires mexicains et espagnols. Les ressources sont limitées. L'eau, les troupeaux et les terres de pâturage deviennent des enjeux de survie. Des conflits éclatent régulièrement autour du bétail et des déplacements. Peu à peu, ces affrontements fragilisent l'équilibre déjà délicat entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Dans ce contexte instable, les dîners tentent de préserver leur mode de vie. Mais le territoire qu'ils occupent depuis des générations devient progressivement un espace disputé. L'armée des États-Unis organise une campagne systématique contre les communautés dîners. Les champs sont incendiés, les troupeaux saisis et dispersés, les villages abandonnés. Les canyons, qui servaient autrefois d'abri naturel, deviennent des pièges. Les déplacements se font sous surveillance et poursuite constante. Privées de ressources, affaiblies par l'hiver, les familles se retrouvent dispersées dans un territoire devenu hostile. Le froid, la faim et l'isolement s'installent rapidement. Les familles sont rassemblées. Sous escorte militaire, elles quittent progressivement leurs terres. Les groupes sont formés en colonnes. Les pas sont lents. Le froid est déjà présent. Ils emportent peu de choses, seulement ce qui peut être porté. Le reste est abandonné derrière eux. Les corps s'épuisent, ralentis par le froid, la faim et l'absence de repos. Le paysage qu'ils traversent n'est plus un refuge. Il devient une route forcée vers l'inconnu. Une marche sans destination choisie. Après environ 500 km de marche forcée et la déportation de près de 8000 à 9000 personnes, les survivants sont installés à Bosque Redondo. Le camp est isolé, au cœur du Nouveau-Mexique. Les conditions de vie y sont difficiles, marquées par le manque de ressources et l'instabilité. Le temps ne ressemble plus à celui des saisons du territoire d'origine. Il devient une attente, une survie prolongée. Après plusieurs années de tensions, de maladies et d'échecs agricoles à Bosque Redondo, les autorités américaines reconnaissent progressivement l'impossibilité de maintenir le camp. Des discussions s'engagent entre les représentants des dîners et le gouvernement fédéral. L'objectif n'est plus la réinstallation forcée, mais une nouvelle organisation du territoire. Un accord est trouvé. Les survivants sont autorisés à quitter Bosque Redondo.
Chaque pas est chargé de ce qui a été vécu. La fatigue est toujours là, mais une direction nouvelle existe désormais. Peu à peu, les repères familiers réapparaissent. Les familles réinstallent progressivement des habitations. Des hogans sont reconstruits, adaptés aux conditions retrouvées du territoire. La vie communautaire se reforme lentement. Les savoirs, les gestes et les pratiques quotidiennes reprennent leur place. Les anciens transmettent ce qui a été préservé malgré les années de rupture. Les récits deviennent essentiels pour relier passé et présent. The fire remembers the stories of our ancestors. Peu à peu, un nouvel équilibre se dessine, fragile mais réel. The earth remembers us, child. Un siècle plus tard, me voici en Utah, au milieu d'un désert où le temps semble s'écouler autrement. Les voix des anciens continuent de transmettre les récits du passé. Autour des foyers, les histoires voyagent d'une génération à l'autre. Certaines parlent de voyage, d'autres de survie, d'autres encore des paysages immenses qui façonnent l'Ouest américain. Devant moi apparaît Corona Arc, une immense arche de pierre suspendue au-dessus du vide, comme une porte ouverte dans la roche. Depuis des millions d'années, le vent, la pluie et le soleil sculptent patiemment ces falaises. Ici, rien n'a été construit. Tout a été façonné par le temps. En observant cette arche monumentale, je repense aux histoires entendues plus tôt, celles des peuples qui ont traversé ces terres. Celles des générations qui ont appris à vivre au milieu de paysages plus vastes qu'elles-mêmes. Le désert est silencieux. La roche domine tout. Le vent seul traverse les falaises. Le temps semble appartenir uniquement à la pierre. Chaque relief a été sculpté lentement sur des millions d'années. Et soudain, un train. Le premier que je vois ici. Son passage tranche le silence du désert. Une présence humaine minuscule face à l'immensité de la roche. Le silence reprend sa place. Plus loin, le paysage change subtilement. Les formes deviennent plus étranges, plus instables, comme si la pierre elle-même s'était mise à imaginer. Et dans ce décor presque irréel, j'entre dans un nouveau monde du désert de l'Utah. Devant moi, des centaines de formations rocheuses surgissent du sol. Petites, massives, étrangement humaines. Comme une foule silencieuse, figée dans la pierre. Chaque forme semble avoir son propre visage, son propre équilibre.
Ici, le vent et le temps ont sculpté un monde impossible à anticiper. En quittant les Goblin Valley, le paysage s'éloigne peu à peu des formes étranges du désert de l'Utah. Le paysage s'ouvre à nouveau. La roche change de texture. La lumière devient plus dure. Autour de moi, le grès rouge semble brûler sous le soleil. Des formations ondulent dans le paysage comme des vagues figées. Le silence est total. Au fil de ce voyage, je réalise que ces paysages n'ont jamais été de simples étendues sauvages. Bien avant les cartes et les routes modernes, des peuples vivaient déjà au rythme de ces terres. Eusol raconte une autre histoire. Partout, la roche porte les traces laissées par l'eau. Dans ces régions arides, l'eau n'est pas toujours présente, mais son passage demeure inscrit dans la pierre, comme une mémoire que le temps n'a pas effacée. La nature révèle deux visages, celui du désert que je découvre aujourd'hui et celui d'une eau capable autrefois de transformer entièrement le paysage. Certaines silhouettes semblent posées en équilibre sur de fines colonnes de pierre, comme si elles défiaient les lois de la gravité. Le vent, la pluie et le temps ont lentement sculpté ces formes singulières, couche après couche, année après année. Dans ces paysages du sud-ouest, l'érosion n'efface pas toujours la roche. Parfois, elle devient artiste. Tout ici est l'œuvre de la nature. Pendant quelques instants, j'ai eu l'impression d'explorer un monde que seule la nature pouvait imaginer. Au fil de ce voyage, j'ai découvert bien plus que des paysages. J'ai découvert un peuple profondément lié à sa terre. Une culture façonnée par le désert, les canyons, les saisons et la mémoire. Les dîners ont traversé des épreuves immenses. La perte, l'exil, la longue marche. Et pourtant, leur histoire ne s'est jamais arrêtée. Aujourd'hui encore, leurs traditions, leurs récits et leurs liens avec ces terres continuent de vivre, dans le vent, dans la roche et dans les vastes horizons du sud-ouest américain. Mon voyage s'arrête ici, pour l'instant. Mais l'Ouest a encore beaucoup d'histoires à raconter.